Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois vous avouer tout mon plaisir de la défection inattendue de la Présidente du jury, ce qui me permet inopinément de présenter le travail de Madame Suarez Carmona. Pourquoi est-ce que je suis particulièrement heureux? Parce que Madame Suarez Carmona a réalisé en réalité son travail au sein du laboratoire de biologie des tumeurs et du développement dans un laboratoire que j'avais fondé et que le professeur Noël, ici présent, dirige actuellement. Et ces travaux ont été réalisés particulièrement dans le cadre de collaboration avec Agnès Noël, Didier Cataldo, Philippe Delven et surtout Christine J. Alors les enfants adorent se déguiser. Ils ne sont pas les seuls, parce qu'au cours de la dissémination métastatique, les cellules cancéreuses épithéliales sont capables de se déguiser en cellules mésenchymateuses et lors de leur migration au-delà des membranes basales, au-delà des épithéliums, elles acquièrent un ensemble de nouvelles propriétés. C'est ce que l'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse. Une cellule peut ainsi se déguiser en cellule du tissu conjonctif pour migrer à l'intérieur des tissus, pénétrer dans la paroi vasculaire, soit de l'endothélium vasculaire, soit à l'intérieur de lymphatique, et puis après avoir migré, elle reprend sa structure initiale, elle enlève son déguisement, et la voilà de nouveau une cellule épithéliale cancéreuse. C'est la transition épithélio-mésenchymateuse qu'étudie particulièrement Meggy Suarez Carmona. Elle a entamé ses études en sciences biomédicales à l'Université de Liège, elle a obtenu son diplôme avec la plus grande distinction en 2010, et elle fut reconnue au sein de son université par l'octroi du prix du meilleur cursus en sciences biomédicales. En 2015, elle défend une thèse de doctorat portant sur la régulation de cytokines pro-inflammatoires et pro-angiogènes au cours de la transition épithélio-mésenchymateuse, associée à la progression métastatique des cellules tumorales mammaires et pulmonaires. Cette thèse est basée sur les travaux de recherche réalisés donc, au sein du LBTD et des laboratoires de pathologie expérimentale de l'Université de Liège. Elle continue ses travaux de recherche sur les cancers épithéliaux de l'ovaire au National Center for Tumor Disease à Heidelberg, dans le laboratoire du professeur Dirk Jäger, au sein du département d'oncologie médicale. Sa thématique de recherche actuelle porte spécifiquement sur le développement et la caractérisation préclinique d'un anticorps thérapeutique anti-NIM15 et la mise au point d'outils pour la repolarisation des macrophages. Elle est récipiendaire, malgré son jeune âge, de nombreux prix ou bourses de voyage, dont le premier prix pour une présentation orale à l'Association belge pour l'étude du cancer en 2014, ainsi que pour des posters présentés au Giga Cancer Days en 2012 et 2013, et à la réunion biannuelle de la Société belge de biologie cellulaire et de développement. Son curriculum vitae comporte 16 publications, et dont 5 en premier auteur. L'Académie royale de médecine de Belgique a donc décidé de lui décerner le prix Albert Pierre-Jean Dustin pour valoriser son travail, et c'est avec grand plaisir que nous l'invitons à venir nous présenter le résumé de sa communication. La parole à Madame Suarez. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers tous, bonjour. Tout d'abord, je suis très honorée d'être ici ce matin pour recevoir le prix Albert Pierre-Jean Dustin et avoir l'opportunité de résumer très brièvement les travaux de ma thèse de doctorat. Donc, M. Fodor l'a très gentiment expliqué. Mes travaux ont porté sur la transition épithélium-mésenchymateuse, donc décortiquons. Donc la transition épithélio-mésenchymateuse, qu'on va abréger TEM, c'est un programme cellulaire. Un programme cellulaire qui est capable de convertir, donc, comme vous l'avez dit, des cellules épithéliales en cellules mésenchymateuses. Donc au départ, on a des cellules qui, correspondant à leur fonction, ont une polarité apicobasale bien définie, une structure extrêmement cohésive, elle repose sur une lame basale. Je n'ai plus besoin de vous expliquer exactement les détails aujourd'hui. Et au cours de la TEM, ces cellules peuvent perdre progressivement certaines de ces caractéristiques. Elles deviennent moins cohésives, elles sont capables de traverser, après avoir dégradé la membrane basale, et elles perdent progressivement leur polarité. Et dans le cas d'une TEM complète, on aboutit à des cellules qui sont complètement isolées les unes des autres, qui sont complètement de forme oblongue, et de par l'expression d'enzymes particulières, elles sont capables de remodeler la matrice extracellulaire qui les entoure. Et donc ces cellules sont extrêmement mobiles.
Donc elles exercent des fonctions et des propriétés complètement différentes. Alors les biologistes peuvent suivre l'ATEM grâce à l'utilisation de marqueurs moléculaires. Certains sont perdus au cours de l'ATEM, d'autres sont acquis. Alors historiquement et biologiquement, l'ATEM c'est avant tout un programme cellulaire développemental, puisqu'elle se produit au cours des étapes très précoces du développement embryonnaire. Elle est à l'origine, à partir du stade morula du développement embryonnaire, de la gastrulation et de la formation du mésenchyme primitif qui formera tous les tissus issus du mésoderme. Elle se produit aussi à diverses étapes tardives au cours du développement embryonnaire, donc c'est quelque chose d'extrêmement central et d'extrêmement normal et physiologique. Cependant, le programme de l'ATEM peut être réactivé dans des situations pathologiques telles que la cicatrisation ou la cancérisation. Plus particulièrement au sein du cancer du sein, on peut observer des marqueurs de l'ATEM, plus particulièrement en fait, dans un sous-type assez agressif qu'on appelle le sous-type triple négatif, donc à peu près 50% de ces cancers présentent des cellules cancéreuses qui réactivent l'ATEM. Et ces cellules cancéreuses ont des propriétés intrinsèques métastatiques accrues. Donc ce sont ces cellules qui sont plus susceptibles d'envahir les tissus voisins, de passer dans la circulation et d'aller former des métastases à distance. Donc au cours de ma thèse de doctorat, nous sommes attelés à démontrer que la réactivation de l'ATEM induit premièrement la sécrétion d'un ensemble de facteurs solubles qui collectivement aboutissent au recrutement de cellules myéloïdes inflammatoires et à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, donc angiogénèse, ce qui établit un environnement localement permissif à la dissémination métastatique. Alors pour ce faire, nous nous sommes centrés sur un modèle. Essentiellement, nous avons activé l'ATEM dans des cellules cancéreuses par un traitement facteur de croissance. Alors vous voyez ici à gauche, donc on vérifie à chaque fois bien les modifications morphologiques, le switch d'un marqueur épithélial vers un marqueur mésenchymateux, etc. Et on a analysé le surnageant de ces cellules pour démontrer qu'un ensemble de facteurs solubles était plus fortement produit. Bien sûr, ces résultats ont été validés, confirmés dans d'autres modèles, etc. etc. Et pour la deuxième partie, pour les tests un peu plus fonctionnels, pour voir quelle est la conséquence de la formation de ces facteurs, nous avons réutilisé ces surnageants de culture et nous en avons imbibé des petits fragments d'éponge qui ont été insérés en sous-cutané dans l'oreille de souris. Et nous avons pu observer un recrutement massif de cellules myéloïdes inflammatoires, que vous voyez ici en jaune, et une formation importante de vaisseaux sanguins que vous voyez peut-être ici en rouge, spécifiquement dans les éponges qui étaient imbibées de surnageants de culture de cellules dans laquelle on avait réactivé l'ATEM, ce qui suggère bien un axe fonctionnel. Enfin, pour valider la pertinence clinique de nos résultats, nous avons étudié un ensemble d'échantillons humains, le cancer du sein de type triple négatif, et nous avons retrouvé également chez la femme, nous avons retrouvé cette association entre la présence de marqueurs de l'ATEM dans les cellules cancéreuses et une haute densité en cellules inflammatoires, ainsi qu'une haute densité en vaisseaux sanguins fraîchement formés. Ce qui nous a permis d'aboutir à la conclusion suivante. L'axe transition épithélium-mésenchymateuse, facteurs solubles, inflammation, angiogenèse, pourrait servir à la détermination d'un sous-type de cancer du sein de type triple négatif particulièrement agressif et susceptible de former des métastases à distance. Néanmoins, l'ensemble des facteurs solubles que nous avons identifiés, s'ajoutant à tous les facteurs solubles que d'autres ont identifiés comme étant liés à l'ATEM dans le cancer du sein, pourraient aussi, eux, servir de cible potentielle thérapeutique dans ces cancers. Alors, je vous remercie de votre attention. Je m'arrête ici. Je voudrais juste brièvement remercier les personnes impliquées dans ce projet, particulièrement Dr Christine Gilles et Agnès Noël. Et je réitère mes remerciements à l'Association Royale Médicale de Belgique. Merci. Félicitations. Je félicite. Remercie.